bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de l'atelier d'économie politique où on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Gérard Duménil pour un chapitre d'ouvrage. Donc le chapitre s'intitule The Dynamics of Capital Accumulation in Managerial Capitalism sur les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale dans un ouvrage qui s'intitule Accumulating Capital Today. Et alors, on est vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que voilà, c'est une thématique sur le capitalisme managérial que vous développez depuis longtemps. Je me souviens, moi, c'était quand j'étais encore en licence au début des années 2000, j'avais lu votre repère Économie marxiste du capitalisme, dans lequel il y avait un chapitre sur l'hypothèse cadriste. Et donc, voilà, c'est une thématique qui est vraiment développée depuis plusieurs décennies. Et donc, là, on va être content de voir les dernières actualités sur ce thème à travers cette présentation. Donc, vous avez 45 minutes de discussion et on peut 45 minutes de présentation suivi de 15 minutes de discussion. Voilà, la parole est à vous. Et puis, ce qu'on essaiera de faire, voilà, ce qu'on disait, c'était allumer les caméras pour la discussion pour un moment plus convivial. Moi, je vais devoir couper ma caméra là pour des problèmes de bande passante, mais c'est mieux si pour la discussion, on peut les allumer. Voilà. Bien, bonjour et merci de m'avoir demandé de parler parce qu'en ce moment, ce n'est pas très fréquent. Enfin, j'ai quelquefois des conférences comme ça sur Internet vers l'Amérique plutôt. Et donc, je suis content pour une fois d'être en France et de parler français, ça change un petit peu. Bon, donc, c'est un papier sur l'accumulation du capital qui nous a été demandé donc par Marlène Benke. Vous voyez sur le premier diapo ici, c'est le bouquin, c'était une conférence à Dauphine, hein, et ils ont réussi à publier ça dans un bouquin chez Routledge, dont on vient de dire le titre ici, dont le thème général est l'accumulation. Moi, je vais parler à partir d'un livre que nous tentons d'écrire avec Dominique Lévy, qui est un livre de macroéconomie. Donc ça, c'est extrait de la fin du livre, en réalité. C'est un livre que nous tentons d'écrire depuis 10 ans. J'espère qu'on va réussir avant de mourir. Bon. Et donc, je vais vous présenter des résultats là-dessus. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout du papier. On verra. Alors, notre papier, il s'appelle voilà, la dynamique de l'accumulation du capital. Hein, les diapos sont en anglais. La dynamique de l'accumulation du capital dans le capitalisme managérial. Hein. Effectivement, le premier livre que j'ai publié sur le capitalisme managérial, c'était mon premier livre. Ça a été publié dans les années 70. Hein. Alors, ici, c'est appliqué sur les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. On verra que si j'ai le temps, je remonterai un petit peu plus dans l'histoire, mais enfin, c'est essentiellement le champ du livre de macro que nous écrivons tout de suite, qui sont donc complètement appliqués aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors d'abord, je donne quelques mots pour les gens qui ne sont pas familiers de ce que nous écrivons. Premièrement, nous sommes des vieux marxistes, mais notre attitude, c'est ce que vous voyez en haut, c'est une tension entre un marxisme fondamentaliste et un marxiste révisionniste. C'est la position que nous avons prise pour éviter la déconstruction du marxisme qui ne peut conduire qu'au crétinisme. Alors, la thèse principale sur le capitalisme managérial, c'est que actuellement, nous vivons une période dans laquelle coexistent deux modes de production, le capitalisme et le managérialisme, un nouveau mode de production émergent. Le capitalisme managérial lui-même est donc une formation sociale hybride, et le résultat, c'est une structure de classe hybride aussi, dans lequel nous distinguons trois pôles principaux qui sont les capitalistes, les managers, parce que maintenant je dis plus cadre, parce que quand je parlais de cadrisme, les gens me disaient que ça voulait rien dire, donc maintenant je dis managérialisme parce que c'est plus chic, donc manager et puis les classes populaires. Donc vous voyez, il y a maintenant, au lieu d'un antagonisme à la Marx capitaliste prolétaire, on est dans une société plus compliquée avec capitalisme, managers, ce que nous considérons comme une classe, et puis les classes populaires qui sont un peu un agglomérat dont les caractéristiques proviennent des deux modes de production. Pour comprendre ce qu'on raconte, il faut savoir aussi que nous parlons d'ordres sociaux, hein, et les ordres sociaux, ce n'est pas un problème de structure de classe, c'est un problème de pouvoir de classe. Hein. Et dans la période que je vais couvrir, il y a eu deux ordres sociaux, ce que nous appelons le compromis de l'après-guerre, qui date en fait de la crise de 29, et puis le néolibéralisme. Alors, pour donner un exemple de ce que ça veut dire,
Eh bien, par exemple, dans le néolibéralisme, nous avons deux classes au sommet parce que nous sommes dans le capitalisme managérial. Ces deux classes au sommet sont en alliance étroite pour le pire. C'est ça qui détermine les caractéristiques monstrueuses du néolibéralisme contre les classes populaires. Dans la période de l'après-guerre, dans le compromis de l'après-guerre, il y avait une sorte d'alliance entre les managers ou cadres et puis les classes populaires. Et d'une certaine façon, il y avait ce qu'on appelle quelquefois une répression une répression financière contre les classes capitalistes. Bon, dans ce que je vais parler, il y a aussi de la macroéconomie. Vous allez voir, il y en a beaucoup parce que c'est justement le sujet du livre que nous écrivons. Alors ça, c'est mon plan. Donc le plan, je vais essayer de couvrir ces thèmes. D'abord, je vais parler de taux de croissance de la production, mais surtout taux de croissance du capital, parce que c'est un exposé sur l'accumulation du capital. Deuxièmement, je vais parler de l'exploitation, parce que l'exploitation reste la base, évidemment, de l'accumulation, encore que de moins en moins. Et nous sommes dans une société, dans un capitalisme managérial, donc on va retrouver cette hybridité entre les deux pôles. Ensuite, je discuterai, là on rentre vraiment dans le sujet, de l'antagonisme et de la relation entre la consommation à laquelle j'adjoins l'investissement résidentiel, c'est-à-dire les constructions de logements, et contre, de l'autre côté, l'accumulation au sens de l'investissement dans le but d'accroître les capacités de production. Ensuite, le point suivant, qui est le point le plus compliqué, le plus vraiment très créatif, c'est la question du financement de l'investissement. L'investissement est déterminé en fait par son financement. Et comment est-ce qu'on finance l'investissement? Eh bien, par la somme de deux choses qui sont du revenu, mais aussi beaucoup, et je vais vous le montrer, peut-être ça va vous surprendre car on n'étudie jamais ça, et en particulier les marxistes, c'est-à-dire du crédit. Et le crédit est très important. Ensuite, j'introduirai le concept de cassure, de breaks, ici, dans les trajectoires historiques, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, du capital et du travail. Et enfin, si je peux, je parlerai de tendances historiques, parce que quand même, Marx a eu de très grandes intuitions sur le devenir du capitalisme et nous allons voir les interférences avec le développement de la composante managériale. Si ça ne va pas, vous me le dites, si je vais trop vite, si je crie trop, vous me prévenez. Alors, je continue. Là, je vais introduire un tout petit peu de terminologie. On rentre dans le bouquin de Macro parce que nous n'employons pas toujours la terminologie habituelle. Là, vous voyez un cycle. Ça, c'est la production, disons, le PIB. D'ailleurs, j'ai oublié de descendre la souris. Bon, ce n'est pas grave, je peux manier la flèche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, nous sommes dans les années 50. Vous voyez, ici, il y a deux récessions, 54 et puis 58 ici. J'introduis le vocabulaire que nous utilisons. Vous voyez ici l'économie, l'output, enfin le PIB dégringole, ensuite il remonte, il rejoint une trajectoire stable ici, il redégringole, il remonte. Alors ces trajectoires stables qui sont en fait très stables, comme vous le voyez ici, eh bien ce sont des données trimestrielles, nous les appelons des gravitations, parce que nous pensons que l'économie gravite autour d'un équilibre. Et par opposition à ça, les phases où ça dégringole comme ça, puis ensuite ça remonte, nous appelons ça des phases de perturbation. Donc je vais employer ce vocabulaire, je peux parler de la gravitation des années 60, ça veut dire la phase dans les années 60 où l'économie croît régulièrement, comme je viens de le montrer ici, et ensuite on entre dans une période de perturbation, ça veut dire qu'on tombe en récession, puis qu'on s'en remet, jusqu'à présent. Bon. Alors, maintenant, ça, c'est le plan de dont je voudrais parler. Donc, je vais parler d'abord de taux de croissance. Bon, j'ai déjà montré ce plan. Je vais traiter ici le premier point, c'est-à-dire les taux de croissance. Donc là, je vous montre eh bien, l'accumulation du capital aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la première courbe, celle qui est en trait continu, je suis ici, donc vous voyez, ça part, non, en fait, il n'y a pas tout l'après-guerre, ça commence en 62, sinon c'était illisible. Donc, vous voyez le trait continu ici, ça représente le taux de croissance du capital aux États-Unis, du stock de capital fixe dans le secteur des sociétés non financières. Nous ne sommes pas, évidemment, dans l'ensemble de l'économie, il n'y a pas les ménages, il n'y a pas l'État, etc. Nous ne sommes pas dans le secteur financier qui est très spécial.
mais nous sommes dans l'ensemble des sociétés non financières. Alors, vous voyez, ici, vous reconnaîtrez, quand les traits sont complètement tracés, ça veut dire qu'on est dans les périodes de gravitation, hein, ici. Et les petites barres horizontales en petits points, ça représente les taux de croissance moyens pendant les périodes de gravitation. C'est un petit peu lissé, parce que sinon, ça fluctuerait trop. La deuxième courbe, c'est le taux de croissance de la production. Le taux de croissance de la production est beaucoup plus, ça veut dire du PIB, hein, beaucoup plus variable que le taux de croissance du capital, comme vous le savez, probablement, hein. Alors, par exemple, vous voyez ici, on est dans les années 90, et bien, il y avait un taux de croissance fort du stock de capital de l'ordre de 5%, et un taux de croissance de la production qui est à peu près du même ordre aussi. Là, c'est un petit peu différent dans l'après-guerre, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous pouvez remarquer deux choses. Alors, je l'ai dit, la production fluctue beaucoup plus que l'accumulation du capital, que la croissance du stock de capital. Vous voyez aussi les périodes de perturbation à chaque fois avec dégringolade dans le trou, taux de croissance négatif et puis reprise ici. Vous voyez aussi que dans la période de l'après-guerre, le taux d'accumulation et le taux moyen de croissance de la production étaient nettement plus élevés que maintenant, avec cette exception des années 90 qui, comme vous le savez, est liée au boom des nouvelles technologies et était une période de récupération. Mais depuis la crise de 2000 ici, ou la récession de 2000, vous voyez qu'on est à des taux d'accumulation très faibles. En général, bon, il y a une petite différence dans l'après-guerre. En général, les taux moyens de croissance dans les périodes de perturbation sont à peu près les mêmes pour la croissance de la production et la croissance de l'achat. Bon, ben ça, en fait, c'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire, voilà, vous voyez en particulier cette décroissance du taux d'accumulation avec cette résurgence dans les années 90, comme je l'ai dit ici. Donc, on a une belle décroissance du taux. Vous pouvez remarquer au passage, hein, comme je l'ai dit, que la production, dans la période keynésienne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, était très instable. Elle est beaucoup plus stable dans la période néolibérale. Bon, donc ici, maintenant, je vais passer à l'exploitation. Alors, l'exploitation, comme nous sommes dans le capitalisme managérial, il faut distinguer deux surplus. Je n'emploie pas plus-value, puisque plus-value s'applique uniquement à capitalisme et qu'ici, nous parlons de l'hybridité entre deux modes de production. Donc, le surplus, ce que nous appelons le surplus capitaliste, c'est-à-dire ce qui est approprié à travers l'exploitation, c'est ici la somme des intérêts, des dividendes, c'est-à-dire ce que touchent les classes capitalistes, et ici de share buybacks, c'est-à-dire les rachats d'actions. Car il y a des rachats d'actions aux États-Unis tout à fait massifs. Ces rachats d'actions, ça veut dire que l'entreprise qui a fait des bénéfices utilise ces bénéfices et les dirige vers les actionnaires pour racheter des actions. Et c'est devenu le canal principal de distribution du surplus vers les classes capitalistes actuellement. Et ça existe depuis les années 80 avec le néolibéralisme, car je ne l'ai pas dit, mais comme vous le savez, le néolibéralisme, c'est depuis le début des années 80. Alors, ici, ça, c'est les profits retenus. Bon, le surplus managérial est de nature différente, c'est un surplus salarial, il s'agit des hauts salaires. Et comme vous le savez, si vous lisez un peu nos travaux, eh bien, la montée formidable des inégalités est due à l'envolée extraordinaire des hauts salaires, hein. Et alors, les hauts salaires, évidemment, il faut prendre une fourchette. Ça, vous pouvez lire notre livre Managerial Capitalism. Je ne vais pas discuter de ça ici. Nous avons pris le 5% supérieur des salaires. Nous aurions voulu le 3% supérieur des salaires. Malheureusement, dans les données d'inégalité, eh bien, on n'a pas le 3%. Alors, on a le 1%, le 5%. On a pris le 5%. Personne n'est parfait. On fait ce qu'on peut. Alors maintenant, je vais vous montrer l'évolution de ces surplus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le surplus, ça veut dire le surplus capitaliste, la somme de tous ces revenus que je viens de désigner, le surplus salarial ou le surplus managérial plutôt, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, c'est au salaire, et on va regarder quel pourcentage ça représente de l'ensemble de la valeur ajoutée du secteur que nous étudions, qui est le secteur des sociétés financières. C'est absolument fascinant. Vous voyez ici que si on additionne le surplus managérial et puis le surplus capitaliste, on obtient un surplus qui est du genre, c'est après impôt, tout ça, c'est du genre 30%. Alors, vous voyez ici, ça commence à la crise de 29, depuis la crise de 29, il y a une baisse. On arrive ici à un niveau de peut-être 27%. Bon. Et puis, vous voyez le miracle néolibéral pour les classes dominantes. En fait,
C'est ça le néolibéralisme. Le néolibéralisme n'avait qu'un seul but, augmenter les revenus des classes supérieures, hein, des deux classes conjointement. Et vous voyez ici qu'effectivement, ils ont réussi dans la valeur ajoutée du secteur à manger 11% environ. Et c'est absolument miraculeux pour eux et terrible pour les autres. Bon, maintenant, là, on peut distinguer les deux composantes, c'est-à-dire le surplus managérial et le surplus capitaliste. Donc, vous voyez que avant le néolibéralisme, c'est-à-dire avant vers 80 ici, eh bien, ils s'est fluctué tous les deux à peu près au même niveau, du genre 15% pour chacun. Et puis, avec le néolibéralisme, vous voyez le décollage au profit des managers et qui a donné cette croissance prodigieuse des hauts salaires aux États-Unis, qui est la racine de l'inégalité. Mais vous voyez aussi que récemment, il y a une certaine remontée du surplus capitaliste. Bon, parce que aussi ces managers, ils deviennent des capitalistes parce que c'est compliqué la politique et que tout ça, c'est une histoire de lutte de classe. Et là, nous sommes dans l'alliance au sommet entre les deux classes supérieures. Donc, la leçon de ça, c'est néolibéralisme, formidable hausse du surplus total, envolée d'abord du surplus managérial ici, alors que le surplus capitaliste stagne, et puis ici, il y a une certaine remontée du surplus capitaliste depuis environ 2005. Alors ça, c'est vraiment la base, c'est ce qu'ils ont. Quelle est l'explication de la hausse des inégalités aux États-Unis? Hausse des inégalités qui n'existe pas en France, comme vous le savez. Quelle est la hausse des inégalités, la source de la hausse des inégalités aux États-Unis? Eh bien, vous l'avez devant les yeux, la hausse des deux surplus. Le mainstream explique que c'est à cause de la baisse de la concurrence, etc., mais ça n'a absolument aucun sens. Bon, alors je passe ici au point suivant maintenant, qui est, eh bien, avec ce surplus, avec ces revenus, ces classes supérieures, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles accumulent du capital? La réponse, vous la connaissez, puisqu'on a déjà vu que l'accumulation dégringole. Bon, donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien là, nous allons séparer entre la consommation et puis l'accumulation du capital et nous allons voir les chiffres. Ici, vous avez toujours aux États-Unis, depuis 1952, vous avez la part de la consommation de toutes les classes dans la production totale, dans le PIB, et en dessous, vous avez la part de l'investissement résidentiel. La seule chose, c'est que, évidemment, la consommation est beaucoup plus forte que l'investissement résidentiel. Nous avons normé les deux courbes ici à 0 en 1952, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'évolution. Comme vous voyez, en termes de part du PIB, l'investissement résidentiel, les constructions, etc., c'est une part du PIB parfaitement constante. Il n'y a pas d'augmentation. La hausse d'inégalité n'a pas débouché sur une augmentation de la part pour l'ensemble de la population, la part de la construction. Par contre, vous voyez qu'il y a une envolée formidable ici d'environ 8-9%, une envolée formidable de la consommation en pourcentage du revenu total. En fait, c'est le produit, le PIB, mais pas PIB, pas brut, justement, net. Bon, donc vous voyez ici, il y a une hausse formidable de cette part. On peut, nous analysons sa composition, c'est essentiellement des services. Comme je vais montrer, ce sont les classes supérieures qui consomment du service. Au lieu, évidemment, ils n'utilisent pas, comme je l'ai déjà dit, ils n'utilisent pas ça pour investir. Nous allons voir comment. Bon, on va le voir négativement, parce que ici, vous avez le salaire réel horaire de ce qu'on appelle aux États-Unis les travailleurs de production et non managériaux, qui représentent environ 80% de la population au travail aux États-Unis. Et bien, vous voyez leur pouvoir d'achat depuis 70. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans la période de l'après-guerre, une hausse formidable de leur pouvoir d'achat. C'est déflaté par l'indice des prix à la consommation. Et puis, comme vous le savez sans doute, depuis 1970-80, vous voyez, avec l'arrivée dans le néolibéralisme, ça dégringole, ça récupère un petit peu ici, mais grosso modo, il n'y a pas de progression. Donc, c'est absolument extraordinaire historiquement, parce que ça fait quand même 50 ans, après la période de l'après-guerre, vous voyez, que le pouvoir d'achat des 80% des travailleurs ici n'augmente pas ou augmente extrêmement peu. Donc, le symétrique de ça, vous le connaissez, pouvoir d'achat, croissance formidable du pouvoir d'achat, des classes supérieures, des 20% supérieurs, mais en réalité des 10%,
hein, mais nous n'avons pas tous ces chiffres ici, et je l'ai montré. Qu'est-ce que c'est? C'est la hausse du surplus en faveur de ces classes, qui est une hausse du surplus vers les très hauts salaires, vers également les capitalismes et surtout les très hauts salaires. Alors maintenant, vous attachez vos ceintures parce que je vais rentrer dans la partie véritablement difficile de l'exposé, c'est-à-dire l'investissement, comment c'est financé, d'où ça sort, quel est le lien avec ce qui précède. Bon, on a vu que ces classes supérieures qui, dans le néolibéralisme, ont toutes attiré à elles en termes de revenus, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'elles font avec cet argent? Elles consomment. Elles consomment quoi? Des services. De façon magistrale, ça a mangé tout et plus le nouveau surplus qu'elles avaient accaparé. Alors, maintenant, alors, comment ils font l'investissement? L'investissement, on pourrait penser que les gens qui ont des hauts revenus, ils épargnent, et puis ça permet de financer l'investissement, etc. Eh bien, nous allons voir comment ça marche, et je répète, c'est assez compliqué. Je vais vous montrer une courbe. Alors, j'explique d'abord que dans notre problématique, la demande est toujours expliquée par la somme de deux composantes, je l'ai dit, le revenu et ce que nous appelons le financement. C'est-à-dire que la demande de biens d'investissement va être financée par une partie du revenu qui est dédiée à l'investissement et par en fait des emprunts, que nous appelons le financement ici. Le capital que je vais considérer dans ce que je vais montrer maintenant est un peu plus grand que le capital fixe au sens étroit, puisque nous ajoutons les stocks et puis un certain nombre de liquidités, etc. Et donc, c'est une définition du capital un petit peu plus large. Bon, en fait, le capital fixe représente 84% de ce total, donc ça ne change pas grand-chose. Bon. Alors maintenant, voilà la figure qui est un peu compliquée. Nous allons la découper en tranches pour essayer de la regarder, car elle contient une information absolument colossale et hyper intéressante et complètement novatrice. Alors ici, vous voyez de quoi s'agit-il? Il y a trois courbes. J'explique d'abord grosso modo, après ça on va regarder ça par petits bouts. Pour une première courbe, la courbe en continu, toujours la distinction entre les gravitations et puis les perturbations. La courbe en continu, c'est le funding, c'est-à-dire l'investissement. Vous pouvez reconnaître, par exemple, regardez, ici, on est dans les années 60, il y a un taux d'investissement fort. On est dans les années 90, comme je l'ai dit, il y a un taux d'investissement fort. De nos jours, il y a un taux d'investissement faible. C'est financé par deux composantes. Dans les entreprises, ce n'est pas financé par ce qui est payé en intérêt, ce qui est distribué par les entreprises, mais c'est financé par le profit retenu plus du crédit. Alors, dans quelle proportion? Oui, ça, c'était pour vous montrer que c'était la même chose. Voilà, ça, je viens de l'expliquer. Voilà. Regardez, par exemple, ici, les deuxièmes moitiés des années 70. Vous voyez que la deuxième moitié des années 70, malgré la crise des années 70, il y a un taux d'investissement élevé. Vous voyez, vous avez, attendez, j'ai perdu ma flèche. Oui. Là, ici, vous avez la moyenne pendant la période de gravitation. Il y a un taux d'investissement fort de 5%. Comment est-il financé? Eh bien, à part égale par des profits retenus, c'est-à-dire autofinanciers, ou par des emprunts. Vous voyez, ça, c'est une loi générale qui n'est pas toujours vérifiée. Nous allons le voir tout de suite. C'est-à-dire que si vous voulez regarder comment est financé l'investissement, il ne faut pas regarder simplement le profit. Il faut regarder le profit retenu, mais ensuite, il faut comprendre que pour 50% environ, eh bien, il y a un rôle majeur, mais très, très, très majeur, comme je vais expliquer. Il y a un rôle très important, disons, du crédit. Alors justement, regardons par exemple les années 60. Alors les années 60, ici, elles correspondent à ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire taux d'investissement fort, et vous voyez ici, moitié-moitié, peut-être les profits retenus, et puis l'emprunt. Mais ce que vous voyez ici, c'est que dans les années 60, baisse du taux de profit, crise des années 70, qui en est plus ou moins une, vous voyez ici qu'il y a une tendance à la baisse très forte. Ça, c'est les profits retenus. Tout ça, c'est du pourcentage du stock de capital. Il y a une baisse très forte des profits retenus. Et vous voyez que simultanément, vous avez une hausse très forte du crédit. Ceci est une loi presque générale. Nous allons le voir, mais pas complètement.
Bon, parce que là attends, justement, je ne suis pas dans le bon. Bon. Regardez ici, regardez les années 90. Vous voyez que là aussi, on a toujours la loi du moitié-moitié. Mais voyez la deuxième moitié des années 90 ici. Vous avez une chute du profit retenu, hop, à chaque coup, hausse des emprunts. Et c'est ça qui permet finalement à l'investissement, toujours dans le même pourcentage, non pas d'être pleinement horizontal, mais d'être presque constant. Vous voyez, c'est très très fort comme loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai mal tourné. Donc, il faut que je revienne en arrière. Voilà, c'est ça. Alors, je vais maintenant venir regarder les années 80. Les années 80, c'est l'entrée dans le néolibéralisme. Ben, c'est l'exception. Vous voyez, l'exception ici, vous voyez que dans les années 80, le profit retenu est nul. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans une vague formidable, alors que l'économie est en crise, ils sont partis dans une vague formidable de rachat d'actions. Ils distribuent tout aux actionnaires. Eh bien, que fait l'investissement? L'investissement, son pourcentage ici chute, mais si vous voulez, vous voyez que, en fait, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que c'est entièrement financé par du crédit. Parce que les profits retenus en appui, ils ont tout bouffé sous la forme de rachat d'actions, tout distribué aux actionnaires, et puis, mais cependant, tout est ici compensé par des. Mais voyez, c'est un phénomène extrêmement fort. Regardez ici, par exemple, je mets ma flèche, la première moitié, ici, la première moitié des années 70, profit retenu dégringole négativement, crédit augmente formidablement, donc taux d'accumulation à peu près constant. Vous voyez, regardez ici la deuxième moitié, ici, avant, là, on va vers 2010, on va vers la crise, on est juste avant la crise. Vous voyez, chute formidable du profit retenu, parce qu'il distribue tout, et puis de l'autre côté, vous voyez, hausse formidable du crédit. Le crédit, c'est un problème politique, c'est tout à fait important dans le livre que nous écrivons, joue ce rôle, c'est-à-dire que quand il ne finance plus avec du profit retenu, qu'il distribue tout dans le néolibéralisme, comme je vais le montrer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le crédit prend la place. Évidemment, ça commande des endettements, etc., mais je vous présente ici qu'une partie de cette histoire. Bon, ça, je l'ai montré. Alors, justement, le profit retenu, comment se forme-t-il? Eh bien, vous voyez ici, vous avez toujours, bon, c'est toujours un pourcentage de la valeur ajoutée nette ici. Eh bien, vous voyez que vous avez deux courbes. Ici, ça, c'est les profits comme pourcentage de la valeur ajoutée nette du secteur que nous considérons le secteur des sociétés non financières. Et puis, la deuxième courbe, eh bien, c'est la somme des dividendes et des rachats d'actions. Alors, c'est monstrueux. Vous voyez que dans la période de l'après-guerre, vous aviez des profits qui représentaient peut-être 10% de la valeur ajoutée nette. Et puis, vous voyez, on entre dans le néolibéralisme. Années 80, comme je l'ai dit, ils vont racheter tout, tout va être distribué sous la forme de rachat d'actions. Et puis, ça continue jusqu'à nos jours. Eh bien, de nos jours, tous les profits des entreprises sont mangés en dividendes et en rachat d'actions. Tout, pratiquement. C'est absolument monstrueux comme système, mais c'est le néolibéralisme. Comment ça fonctionne? Eh bien, avec le crédit. Voilà. Maintenant, j'abandonne cette chose-là. Donc, on a parlé de l'investissement, de son rythme, de sa cyclicité, de comment il était financé. J'ai montré ce rôle du profit, j'ai montré ce rôle extrêmement important du crédit qui compense, et à l'intérieur même de chaque période de gravitation, l'exemple le plus caractéristique, c'est les années 80, il n'y a plus de profit retenu, tout est financé par le crédit, ce sont des politiques, hein, tout ça. Bon, et ces politiques qui, à la fois, supportent l'économie, mais permettent le néolibéralisme, parce que sinon, le néolibéralisme serait impossible. Alors maintenant, je vais vous parler des cassures. Ça, c'est un mystère absolument total pour l'économie dominante, pour le Congrès des États-Unis, et nous avons des chapitres dans le livre qui décrivent toutes les études, etc. Là, ce que nous représentons, c'est tout bête. C'est l'évolution, c'est la période 84-2019, l'évolution du capital fixe. Hein. Donc, c'est évidemment c'est en dollars constants de 84, bon,
Non, ce n'est pas des dollars constants de je ne sais plus quelle année. Et nous avons normé tout en 1984 à 1. Vous avez deux variables qui sont le stock de capital et puis le nombre d'heures travaillées. Alors, voyez ce qui se passe. Période de gravitation ici. Vous voyez à quel point c'est rectiligne. C'est extraordinaire. Le fixe, le capital fixe, il augmente comme ça, une petite fluctuation, j'ai montré tout à l'heure. Mais quand on regarde pas les taux de croissance, mais les courbes, c'est incroyablement rectiligne. Ici, on est dans les années 90, vous voyez, c'est superbe. Ici, on passe 2000, voilà. Et là, maintenant, on est après la crise depuis 2010, vous voyez. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, ce sont ce qu'on appelle les breaks ou les cassures. Vous voyez que quand on arrive ici, récession commence, eh bien, on ne repart pas dans la continuité de la gravitation précédente. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'escalier vers le bas qui est irréparable. Ensuite, si vous voulez, on reprend une nouvelle phase de croissance sur un taux de croissance qui est sensiblement différent, comme je l'ai montré. Ici, petite marge d'escalier, ici, marge d'escalier plus grosse. Ce phénomène, on le retrouve complètement dans les heures de travail, sauf que les heures de travail, ça fluctue davantage pendant les périodes de gravitation, mais vous voyez la cassure, vous voyez la cassure, vous voyez ça, etc. Pourquoi ça croît moins? Parce qu'il y a un progrès de la productivité. Donc, vous avez ces breaks aussi bien dans le stock de capital que dans le travail. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que Marx avait dit, et puis surtout qu'on voit quand on réfléchit 2 minutes, hein, c'est-à-dire que, et nous étudions ça par secteur, etc., c'est-à-dire qu'il y a une destruction d'une partie de l'appareil productif. Lorsque l'économie entre en récession, quand on arrive dans ces périodes de perturbation ici, il y a une partie de l'économie qui est détruite. Cette partie, alors c'est des chutes du genre 5-6%, à chaque récession, chaque période de perturbation, vous avez une petite fraction de l'économie qui saute. En fait, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Premièrement, l'accumulation devient négative. Donc ça ne fait pas croître le stock de capital, par exemple ici. Et puis, deuxièmement, il y a une destruction et on peut étudier quelle fraction de l'économie selon quel mécanisme. Ça, pour le Congrès, vous avez une littérature absolument gigantesque, ils ne s'en sont jamais remis, ils n'ont toujours pas compris. Bon, alors, le résultat de ça, si vous voulez, c'est que les séries officielles de stock de capital sont simplement fausses. Pourquoi elles sont fausses? Parce qu'ils n'acceptent pas l'idée que le capital est détruit massivement, hein, c'est-à-dire mis au rebut. Enfin, quand je dis massivement, il ne faut pas exagérer. Dans une récession, ça va être quelque chose comme du genre 3-4%. Mais enfin, ce n'est pas si mal, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne survivent pas, quoi. Voilà, des entreprises qui détruisent, elles peuvent survivre, les entreprises, mais elles détruisent leurs atouts. Bon, donc ici, le stock de capital est faux. Donc, nous réestimons les séries de stock de capital. Et la conséquence de ça, c'est que les taux d'utilisation des capacités de production sont complètement faux. Parce que, évidemment, si vous avez des capacités de production qui sont fausses, vous avez la production de l'autre côté qui est plus ou moins juste, eh bien, vous vous trompez. C'est-à-dire que, par exemple, regardez ici les années 90, ça, c'est les taux d'utilisation des capacités. Tout est normé à 100, hein. Ce n'est pas à 80, etc. Mais les taux d'utilisation des capacités de production, eh bien, dans les années 90, vous les voyez qui augmentent ici, puis qui se stabilisent là. Et puis, en réalité, si vous corrigez les capacités de production par les destructions de capital, on est presque horizontal ici. Ça, c'est fondamental. C'est catastrophique pour les post-keynésiens et pour l'économie dominante, mais c'est comme ça. Bon, donc, nous sommes amenés à recalculer les stocks de capitaux, à recalculer les taux d'utilisation du capital ici. Donc, je vais passer maintenant, en fait, ça va, hein? Alors, je vais trop vite, je vais passer maintenant aux tendances historiques. Là, on va revenir un petit peu à Marx. Donc, je viens sur des courbes que nous avons faites il y a très longtemps, mais que nous corrigeons de temps en temps. Ça, c'est ce que nous appelons, là, nous allons étudier, les marxistes s'obsèdent comme Marx, et tout à fait, ils ont raison, sur le taux de profit. J'ai montré que le taux de profit, oui, il pourrait avoir un rapport avec l'accumulation du capital, mais il n'en a pas beaucoup. Et pourquoi? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, pas du temps de Marx, eh bien, le crédit corrige tout. Alors, corrige beaucoup de choses. Je montre ici non pas la productivité du capital, mais
pardon, non pas le taux de profit, mais la productivité du capital. Nous définissons la productivité du capital très bêtement en faisant le rapport de la production sur le stock de capital. Ça n'est pas la définition officielle de productivité du capital, donc vous pouvez appeler ça l'output sur capital ratio, comme vous voulez. Nous, on appelle ça la productivité du capital parce que c'est la production sur le capital, de même que la productivité du travail, eh bien, c'est la production divisée par la quantité de travail. Marx pensant qu'il y avait dans le capitalisme une loi de la baisse essentielle du tout profit, ce qui n'est pas faux pour beaucoup de périodes, mais qui ne peut pas se généraliser globalement. Nous regardons plutôt la productivité du capital parce que, comme vous le savez, la part des salaires est restée à peu près, historiquement à peu près constant, ce qui fait que le profil de la productivité du capital et le profil du taux de profit sont extrêmement proches l'un de l'autre. En fait, la bonne variable, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est la productivité du capital qui est le substitut de ce que Marx appelait la composition organique du capital, mais il avait absolument tort de s'obséder là-dessus. Donc, ce que nous regardons ici, c'est donc la productivité du capital, c'est-à-dire le ratio de la production divisé par le stock de capital. Ensuite, le numérateur, vous voyez, c'est le produit, on le coupe dans des proportions constantes. Il y en a une partie qui allait aux capitalistes et puis l'autre partie qui est restée aux travailleurs sous forme de salaire. Maintenant, c'est plus compliqué à cause des managers qui se taillent une part du gâteau. Alors, quand on regarde ça sur cette évolution, vous voyez ici, il n'y a pas de courbe, il y a des petits tirets parce qu'on ne peut pas calculer mieux que des décennies, des moyennes de décennies. Eh bien, quand on regarde cette courbe, on voit, si vous voulez, qu'il y a des phases, effectivement, le taux de profit baisse de manière importante. C'est ce que nous appelons les phases à la Marx, d'où le M1. Ici, vous avez une deuxième phase à la Marx dans l'après-guerre, et vous avez le M3 qui est une autre phase à la Marx ici, dans laquelle les États-Unis se trouvent actuellement sans le savoir, et c'est très grave. Bon, d'un autre côté, vous avez d'autres phases que nous appelons T, ça veut dire transition. Et donc ici, vous avez T1 qui est gigantesque. Vous avez T1 qui est gigantesque ici, et puis vous avez de l'autre côté T2 qui est plus petit. Qu'est-ce que c'est que T1, T2? C'est des choses que Marx avait identifiées dans son temps sur l'exemple de l'Angleterre. Ce sont des périodes de bouleversement des relations de production et des forces productives. Par exemple, ici, vous voyez, T2, je vais parler de T1 après. T2, c'est une phase, c'est justement toutes les nouvelles technologies qui sont mises en place, qui sont des technologies d'organisation, des technologies de production. Ces nouvelles technologies, ces nouvelles formes d'organisation soulèvent en quelque sorte l'économie et permettent à la productivité du capital, donc d'ailleurs au taux de profit, de remonter. Qu'est-ce que c'est que ce T1 ici? Eh bien, c'est la révolution managériale. La révolution managériale, c'est les gens qui sont à la théorie de la régulation connaissent ça. Dans l'atelier, le taylorisme, le fordisme, ça veut dire que dans l'atelier, on organise tout. C'est un mélange de techniques de production, de machines et puis de l'autre côté d'organisation. Mais ça déborde complètement, c'est quelque chose que nous disons depuis très longtemps, l'atelier, puisque par exemple, le développement des grands magasins, c'est un processus du même type, d'une efficacité extraordinaire, parce que vous avez plus l'épicier qui vend les yaourts, etc., mais vous avez un stock formidable qui est vendu avec une rapidité extraordinaire. Donc tout ça, pour nous, c'est l'effet de la révolution managériale. Ça veut dire le taylorisme, par exemple, c'est les managers qui déboulent dans l'atelier, qui sont des managers, mais qui sont des ingénieurs, qui vont concevoir des nouvelles machines, qui vont concevoir l'assemblée, la ligne d'assemblée, etc., et puis qui vont concevoir les grands magasins, etc. C'est a été la contre-tendance principale au XXe siècle à la baisse du taux de profit, et ça a permis au taux de profit de remonter dans des proportions considérables. Tout ça, la théorie, la régulation l'interprète par les lois du salaire, ceux avec quoi nous ne sommes pas d'accord depuis la période historique de 1976, quand tout ça est apparu, et que j'ai décidé de ne pas sauter dans le wagon orchestre, comme on dit en anglais. Bon, donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça vous montre l'importance formidable de cette révolution managériale qui a soulevé le capitalisme, qui lui a permis de survivre, mais qui lui a permis de survivre en tant que capitalisme manager. Ensuite, il continue à investir,
mais tout ça marchait pas mal dans la période de l'après-guerre, mais quand on est entré dans le néolibéralisme, graduellement, ils ont augmenté formidablement le surplus par une exploitation éhontée, et je ne parle pas du reste du monde et de l'impérialisme, mais en même temps, ils l'ont entièrement mangé, en particulier en services qui se sont concentrés entre les mains des deux classes supérieures désormais en alliance. Bon, mais Marx, si vous voulez, malgré tout ça, n'a quand même pas tout à fait tort, et c'est ma dernière diapo. Ici, pourquoi? Parce que là, si vous voulez, nous revenons sur les courbes que j'ai montrées plus tôt, et bon, tout ça fluctue beaucoup, c'est pour ça que nous traçons des lignes de tendance, des sortes de moyennes mobiles, etc., par filtrage. Hein. Et vous voyez ici, là, cette courbe continue, ici, c'est la tendance de la productivité du capital sur le siècle et ça c'est depuis 1952 sur l'après-guerre. Vous voyez que ici, vers les années 60, nous avons la fin de cette grande vague managériale que nous avons vue avant, avec une montée de la productivité du capital qui porte avec elle la montée du taux de profit. Ensuite, vous avez cette phase de chute. Après, vous avez la deuxième qui est liée à la mise en place des nouvelles technologies, des nouvelles formes d'organisation, hein, et qui produit cette deuxième montée. Et maintenant, ils sont rentrés dans la troisième montée ici. Eh bien, vous pouvez voir qu'à ce niveau d'analyse, si on filtre tout et qu'on se débarrasse donc de ces jeux de fluctuations intempestives, eh bien, vous pouvez voir la ligne qui est ici, c'est par exemple ça. Ici, c'est le taux de croissance, mais on aurait pu mettre aussi le taux d'accumulation. Vous voyez qu'en réalité, le taux de croissance moyen, vraiment en traversant tout, en faisant des lignes de traîne, eh bien, le taux de croissance moyen ou le taux d'accumulation d'ailleurs, en fait, suit très bien cette fluctuation générale et ces phases de hausse. C'est-à-dire que cette phase de hausse ici, qui est une hausse de la productivité du capital, de la rentabilité du capital, une phase très favorable. Ici, cette phase de baisse très forte, ici, cette récupération, puis cette nouvelle baisse. On le constate à la fois dans la productivité du capital ou le taux de profit, et puis on retrouve ça finalement dans les rythmes de croissance et les rythmes d'accumulation. Donc, cette relation que Marx cherchait, eh bien, après avoir dit que le crédit jouait un rôle absolument colossal, eh bien, finalement, ça marche quand même. Il y a quand même un niveau de généralité historique très poussé. Eh bien, on garde une relation entre ces grandes variables à la Marx, taux de profit, etc., et puis, de l'autre côté, la capacité du capitalisme à accumuler, malgré les folies consommatoires des classes supérieures dans le néolibéralisme. Voilà, eh bien, c'est la fin. Ok, merci beaucoup. On va commencer à prendre quelques questions. Alors, le principe, Laura vient de l'indiquer, c'est que vous inscrivez votre nom sur le chat et on posera les questions, on donnera la parole dans l'ordre. S'il n'y a pas de personne pour commencer, moi j'ai quelques-unes. Ah bah si, tiens, Léo. La parole est à toi. Ok, merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation qui était super claire, super intéressante. J'aurais deux questions qui sont plus peut-être des invitations à développer deux points. Vous montrez parfaitement le mouvement en longue période, mais vous détaillez assez peu ce qui se passe en courte période, notamment comment on passe d'une période de gravitation à une période de perturbation, et ensuite une nouvelle période de croissance. Et j'aurais aimé savoir, selon vous, quels étaient un peu les drivers du coup de ces fluctuations, de ce business cycle. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez développer en quoi, selon vous, en période de gravitation, si j'ai bien compris, on a un espèce de taux normal d'utilisation des capacités de production, et du coup, ça apporterait un coup fatal aux politiques post-keynésiennes de stimulation de la demande. Est-ce que ce constat, c'est juste pour la période de gravitation? Encore une fois, quand on est en phase de perturbation, on pourrait retrouver une efficacité de la politique économique. Est-ce que c'est possible que je réponde au fur et à mesure? C'est possible? Oui, bien sûr. Bon, parce que moi, je préfère ça parce que… Bon, très bien. Alors, premièrement, passage de gravitation à perturbation.
c'est très, très, très juste. C'est le thème du livre de macroéconomie que nous écrivons tout de suite. Hein. C'est la théorie du business cycle, etc. Enfin, c'est un des aspects. Ce que j'ai présenté ici n'est pas la macroéconomie. Enfin, c'est de la macroéconomie, mais j'ai présenté les rythmes d'accumulation, leurs déterminants, etc. Hein. Donc, le thème de comment une période de gravitation est déstabilisée et devient une période de perturbation, eh bien, il faut attendre 2-3 ans que le livre soit sorti. D'accord? Bon, ou bien un autre exposé sur ce sujet, mais effectivement, en macroéconomie, c'est un des thèmes centraux. Mais nous ouvrons ça vers la théorie de la croissance, vers ce que j'ai expliqué aujourd'hui, du changement technique. Donc, c'est une très bonne question, mais je ne vais pas y répondre. Hein. Bon, alors maintenant, cette histoire de constance, bon, il se trouve qu'empiriquement, lorsque l'on tient compte de ces cassures que j'ai montrées dans l'accumulation, eh bien, finalement, les taux d'utilisation que nous déterminons, ils sont de manière surprenante assez constants. Ça veut dire qu'au sortir des périodes de perturbation, finalement, ça revient assez vite au niveau normal. Mais une des caractéristiques de travail que nous faisons, c'est que nous pensons que les politiques économiques sont extrêmement puissantes et efficaces. Et on le voit justement dans ce retour vers des taux d'utilisation qui sont plus ou moins normaux, dans les sorties de récession, et je l'ai montré dans l'accumulation. C'est quand j'ai montré, par exemple, que dans les périodes de gravitation, lorsque le profit retenu dégringole complètement, on pourrait penser que l'investissement va dégringoler. Tout d'un coup, on voit le crédit aux entreprises qui se met à augmenter formidablement. D'où ça sort ce truc-là? C'est un effet de politique économique. C'est-à-dire qu'il y a de la part des autorités centrales une vigilance par rapport à l'investissement. Lorsque les classes dominantes délirent par rapport à leur volonté consommatoire, le crédit arrive. Comment est-ce possible? C'est un jeu de politique. Mais quand ils font ça, il faut bien comprendre aussi qu'ils sont obligés de couper les crédits aux ménages et de l'autre côté, parce que sinon l'économie exploserait. Donc, eh bien, là aussi, je peux juste dire, voilà, on va avoir 1000 pages, j'espère, d'ici 2-3 ans, le livre sortira. Et effectivement, c'est une très bonne question. C'est un thème complètement central dans ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a des politiques de régulation, enfin, pas de régulation en sens théorie de la régulation, des politiques pour régulariser. Voilà, il y a des politiques pour régulariser. Elles sont extrêmement puissantes. Et c'est d'autant plus surprenant que la théorie mainstream, nous l'appelons plutôt que néoclassique, la théorie mainstream, la théorie dominante, est catastrophique. Par contre, les pratiques sont d'une efficacité redoutable. Et ces pratiques, en même temps, elles contrent les dynamiques néolibérales qui seraient intolérables, mais d'un autre côté, elles les permettent aussi. Je suis désolé de renvoyer au futur, mais là, on touche à des thèmes tellement gigantesques que mon exposé, il ne porte pas quand même sur tout, quoi. Okay, alors, moi, je suis suivant sur la liste, donc j'ai une petite question, enfin, j'ai 3 petites remarques qui posent une question générale sur la nature de l'investissement plus généralement que vous analysez ici. Donc là, on comprend bien que c'est la formation de capital fixe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte aussi ce qu'on a tendance à appeler aussi le capital intangible dans la dynamique d'accumulation du capital, et notamment parce que ce capital intangible qui permet de contrôler des chaînes de production et surtout des chaînes globales de valeur fait aussi partie de l'explication de la destruction de l'appareil productif que vous mentionnez. S'il y a une baisse du taux d'accumulation du capital fixe aux États-Unis, c'est parce qu'il explose en Chine, chez les sous-traitants des grands groupes aux États-Unis qui contrôlent ces relations de sous-traitance. Donc là, ici, il y a cette insertion internationale. Alors, j'espère que vous n'allez pas me renvoyer à votre livre sur la macro qui devrait sortir dans quelques années. Là, ça touche aussi aux questions d'impérialisme. Mais voilà, j'aimerais savoir s'il ne faudrait pas aussi aborder cette question ou si on ne devrait pas aussi prendre en compte ce type d'investissement
dans la dynamique d'accumulation du capital? Ou alors, est-ce que ce capital intangible, correspond à des droits de propriété intellectuelle, en fait, ce n'est pas simplement un prélèvement de rente sur la valeur qui est créée ailleurs? Alors, ça, c'était le premier point sur la nature de l'investissement et les chaînes globales de valeur. La deuxième grande question, c'est sur la manière dont vous évaluez la distribution aux actionnaires et le financement de La l'investissement. quoi? J'ai pas entendu. Il me semble qu'il y a la manière dont vous évaluez la distribution aux actionnaires et le financement de l'investissement. Oui, d'accord, oui. Il me semble qu'il manque 2 points ici. C'est que quand on regarde la presse et quand on regarde la manière dont se font les stratégies d'investissement au capital fixe dans les entreprises au cas par cas, il y a une source de financement qui est très importante, c'est celle des cessions de filiales, en fait. Se séparer de l'appareil productif existant, enfin le revendre à d'autres par des stratégies de cession ou de fusion-acquisition, c'est une source de financement une fois qu'on a distribué, qu'on donne la priorité aux dividendes. Donc ça, c'est pour l'aspect financement. Et pour l'aspect distribution aux actionnaires, en plus de tout ce que vous avez mentionné, dividendes, rachat d'actions, intérêts, etc., il y a aussi les fusions-acquisitions elles-mêmes, qui sont un moyen de réalisation de plus-value pour les détenteurs des entreprises cibles. Et si on prend les chiffres au Royaume-Uni surtout et aux États-Unis aussi, le montant des fusions-acquisitions est beaucoup plus important que tous les rachats d'actions et dividendes. Bon, je veux dire, ça ferait exploser encore la part. Alors, je ne sais pas si, si ça peut être s'ajouter au calcul dans le surplus que vous avez calculé. Je ne sais pas si ça peut s'ajouter, mais ce sont des éléments encore bien plus importants. Donc, voilà, c'est ces 2 grands points sur la nature de l'investissement, les chaînes globales de valeur du part et sur les fusions-acquisitions et les cessions de part. Bien, mais je peux répondre rapidement. Alors, premièrement, la première question, c'est sur l'intangible. J'ai dit très vite que nous utilisons, quand je parlais d'accumulation du capital, nous utilisons une définition étendue de l'accumulation du capital qui contient un certain nombre d'autres postes. Que j'ai dit, ça contient les stocks, ça contient des liquidités, etc. Ça peut contenir les intangibles parfaitement, dans la mesure où nous les connaissons par la comptabilité nationale. Bon, donc nous n'excluons pas les intangibles dans la mesure du capital. Ensuite, il y a toujours un problème d'évaluation. Nous utilisons évidemment ce qui s'appelait flow of funds, ce qui s'appelle maintenant les comptes financiers des États-Unis. Bon, alors la deuxième question, les filiales, les fusions, acquisitions. Mais attention, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai jamais parlé d'entreprises individuelles. Je n'ai parlé que pour l'ensemble d'un secteur, pour un secteur comme le secteur des sociétés financières. Dans la mesure où ces fusions-acquisitions se font dans les sociétés financières, et c'est évidemment pris en compte. Maintenant, si des sociétés non financières, si des sociétés non financières achètent des entreprises dans un autre secteur, comme le secteur des non-sociétés, par exemple, ou s'ils achètent à l'étranger, eh bien évidemment, nous n'en tenons pas compte. Donc, en ce qui concerne les fusions-acquisitions à l'intérieur du secteur des sociétés non financières, elles y sont. Bien entendu, il n'y a pas de problème puisque nous considérons le total. Alors maintenant, évidemment, s'ils achètent une start-up qui n'était pas une société non financière, mais qui faisait partie du secteur des non-sociétés, eh bien, effectivement, on peut négliger. C'est une source de financement supplémentaire. Alors, nous essayons toujours de comparer les données que nous avons sur l'ensemble des sociétés financières, sur l'ensemble des sociétés, y compris les sociétés non financières. Il y a aussi des sociétés. Bon, très bien. Donc effectivement, dans la mesure où il y a des acquisitions, des acquisitions qui se feraient hors du secteur des sociétés, ça peut être une source de financement. On regarde l'ensemble, ça ne change pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Dans la mesure où ces grandes fusions, acquisitions sont dans le secteur des sociétés non financières des États-Unis, elles y sont. Donc, c'est vrai il faut bien comprendre que ce que nous faisons, c'est un travail macroéconomique et avec une dimension historique importante. Nous ne sommes pas du tout dans une problématique de société individuelle, etc. Ok, donc
Jacques Benham. Merci pour l'exposé qui est très intéressant. J'ai juste une question. Vous avez parlé tout le temps de la politique, donc des politiques économiques et leur influence sur tout ce circuit. Ce qui m'intéresse, c'est un peu la politique monétaire à elle. Est-ce que vous faites une séparation entre la politique économique et la politique monétaire? Parce que nous savons bien que les centrales, apparemment, sont libres des décisions. Donc, du coup, quel est l'impact de la politique monétaire au niveau de la Banque centrale? Pour la simple raison qu'elle influence, elle aussi, le crédit à la consommation des personnes physiques, hein, de même qu'elle influence le crédit des entreprises. Et donc, du coup, elle a un impact sur l'accumulation d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, j'ai dit politique économique comme ça pour parler vite, hein, parce que premièrement, il y a des politiques économiques qui ne sont pas des politiques que je qualifierais de macroéconomiques, par exemple la politique industrielle. Hein. Bon, maintenant, en matière de macroéconomie traditionnelle, il y a toujours les deux volets, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique budgétaire ou fiscale, comme on dit aux États-Unis. Hein. Alors, évidemment, nous étudions les deux de façon très soigneuse. Hein. Alors, bon, pour l'instant, on n'a pas parlé de politique fiscale. Là, l'existence du gouvernement, ce qu'on appelle les building stabilizers, etc., le fait que les dépenses du gouvernement soient rigides, ça joue un rôle très, très important. Maintenant, la politique monétaire, c'est quelque chose qui est crucial, mais c'est aussi un enjeu très complexe, polémique. Par exemple, à la fin du livre, nous avons 150 pages de comparaison avec les post-keynésiens sur ce thème. Nous pensons que la politique monétaire, c'est-à-dire, en fait, on l'appelle monétaire, mais c'est un mauvais nom. Il faudrait nous l'appelons la politique du crédit. La politique du crédit est quelque chose d'absolument crucial pour faire marcher la macroéconomie. Ce n'est pas du tout quelque chose d'incertain. Il n'y a pas nous sommes absolument contre les visions du crédit accommodatif, alors moyennant le taux d'intérêt, etc. Nous nous opposons complètement à ça. Donc oui, les politiques de crédit sont vraiment très, très importantes. Ces politiques de crédit, la difficulté, bien sûr, c'est qu'elles ont beaucoup varié sur la période de l'après-guerre. Alors, elles ont des finalités, comme vous l'avez dit, de soutenir la demande des ménages, par exemple, mais elles ont un rôle très important, comme je l'ai montré, pour soutenir la politique des entreprises. Il y a une volonté de toujours tenter de maintenir l'investissement, comme je l'ai montré, c'est quelque chose de complètement inconnu et qui est véritablement fascinant. Bon. Donc, ces politiques de crédit, nous travaillons vraiment là-dessus, c'est des choses qui sont très liées aux institutions et qui donc ont fait l'objet de transformations très importantes. Dans l'après-guerre, par exemple, aux États-Unis, comme ailleurs, il y avait ce qu'on appelle la politique, il y avait les réserves, vous voyez. Donc, il y avait ce qu'on appelle l'open market, enfin, vous connaissez tout ça. Bon, c'était un système. Ensuite, il y a eu un autre système qui s'est mis en place, un système institutionnel. Il y a un autre système qui s'est mis en place, c'est le problème de Bâle, des ratios de Bâle. Hein. Donc, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, donc qui définit ce que Ben Bernanke, donc, que vous connaissez, ancien président de la Réserve fédérale, appelle ce dont il parle par référence au bilan des banques. Hein. C'est-à-dire que pour lui, il faut regarder le bilan des banques. Tout ça, maintenant, est contenu à l'intérieur de systèmes de ratios. Et les politiques viennent se greffer sur ces systèmes de ratios. Alors, entre les deux, il faut bien les ratios, par exemple, de type Bâle, par exemple le NSFR, etc., c'est des ratios qui disent aux banques, vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez faire tant de crédit, il faut que vous ayez tant de financement stable. C'est le principal ratio dans le système de Bâle. Bon, très bien, mais vous savez aussi qu'aux États-Unis, il y a un autre système très complexe et extraordinairement important qui est le système des rachats de crédit par les grandes institutions comme Fannie Mae, Freddie Mac, etc. Donc, aux États-Unis, massivement, plus de la moitié des crédits sont rachetés par ces grandes institutions. Alors, d'un côté, vous avez des règles qui définissent des ratios,
il ne faut pas avoir trop de crédit par rapport à ces fonds stables, dits stables, c'est-à-dire un certain type de fonds, mais de l'autre côté, les banques ont la possibilité de revendre leurs crédits à des grandes institutions qui rachètent aux États-Unis la moitié des crédits immobiliers, voyez. Donc là, cette étude sur laquelle nous travaillons beaucoup, hein, qui est dans des aspects qui nous a beaucoup retardé dans la préparation du livre parce qu'il est très complexe, et il y a tout un système institutionnel, un système de mécanismes qui permet plus ou moins de contrôler le crédit. Mais pourquoi c'est difficile à étudier? Parce que ça se métamorphose complètement et qu'il n'y a pas, les politiques sont faites compte tenu de l'état du moment de ces mécanismes-là, mais il n'y a pas de maîtrise théorique de ces mécanismes. Et Bernanke, qui est quand même le président de la Réserve fédérale qui a été le plus compétent, a un fameux article dans lequel il dit la boîte noire. C'est-à-dire que nous savons faire de la politique, en particulier de la politique de taux d'intérêt, mais personne ne comprend comment ça marche, car il y a là une boîte noire. Eh bien, c'est ça qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire, ils font des politiques à l'intérieur de ce système institutionnel complexe et en mutation. Ces politiques, par des jeux d'essais et d'erreurs, arrivent à avoir des efficacités, mais en même temps, ils ne savent pas comment ça marche. Merci. Donc ensuite, on a Louison, puis Nicolas. Ouais, merci Tristan. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, c'est, j'ai peut-être raté ça dans votre présentation, je ne sais pas si vous en avez parlé. Comment vous avez réestimé les séries de capital dont vous disiez qu'elles sont fausses? Et donc ça, c'est une question plus technique sur votre travail lui-même et une question disons, de compréhension des dynamiques que vous montrez, c'est vous avez mentionné dans votre présentation que lorsque le crédit, entre guillemets, est libéré pour l'investissement, pour se substituer en fait au réinvestissement des profits lorsque les classes dominantes cèdent à leur délire consommatoire, je crois que c'était votre terme, vous avez aussi dit qu'à ce moment-là, du coup, le crédit aux ménages est coupé parce que sinon l'économie exploserait. Et du coup, je me demande quel est l'effet en fait sur le taux de profit, parce qu'à un moment donné, il faut bien que le nouveau capital installé grâce à ce crédit libéré pour l'investissement soit réalisé. Donc, si le crédit est coupé pour les ménages, comment ce nouveau capital est-il réalisé et quel est l'effet à moyen terme, voire à long terme sur le taux de profit? Très bien. Alors, oui. Alors d'abord la question sur la réestimation du capital. Bon, alors premièrement, j'ai la chance de travailler avec Dominique Lévy, qui, outre un économiste, est un politicien, ancien physicien. Il a été chercheur en physique pendant 10 ans, donc il a certaines capacités techniques, hein, et que je n'ai pas du tout. Donc tout ça, ça utilise des techniques de maximisation non linéaire. Enfin voilà, je peux que vous renvoyer au livre. Ça a été un très très gros travail de recherche qui nous a occupés pendant 1 an et demi au moins. Bon, alors, mais c'est pas ça. C'est fondé aussi sur certaines hypothèses. Quelles que soient les techniques mathématiques, il faut faire certaines hypothèses. Vous voyez. Et ces hypothèses, vous voyez, je vais peut-être revenir à cette courbe, mais enfin, c'est facile à retenir, vous l'avez dans l'œil sans doute. Ces courbes ici, vous voyez, l'origine de… Je défile tous mes trucs, je suis désolé. Alors, voilà, j'arrive là. Voilà. Le problème, c'est comment, par exemple, si vous regardez ici la courbe sur le stock de capital, hein, enfin, c'est pareil sur le travail. Quand vous êtes face à une courbe comme ça, il faut ça. Comment vous lisez ce truc-là? Eh bien, si vous voulez, aussi bien les économistes du Congrès que les économistes dominantes, ils veulent absolument lire tout ça de manière comme si ils font des hypothèses de continuité. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que toutes ces lignes ici soient continues. Bon. Cette hypothèse, elle est catastrophique. Et vous verrez dans les chapitres dans le livre où nous parlons de ça, ils n'arrêtent pas de réviser leurs estimations. Après la crise de 2008, ils se sont ridiculisés parce que tous les 3 mois, ils refont une nouvelle estimation. Mais ça ne marche jamais. Alors, ils refont une nouvelle estimation, ils essayent de prolonger le trait parce qu'ils raisonnent sur des hypothèses de continuité du stock de capital.
Et ces hypothèses, elles sont insoutenables. Mais nous, évidemment, quand nous faisons ces programmes complexes que j'ai décrits tout à l'heure pour essayer de reconstruire les comptes de capital, nous devons aussi faire des hypothèses. Mais l'hypothèse que nous faisons n'est pas parfaite, mais elle est bien meilleure. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons qu'il y a des ruptures dans le stock de capital ou dans la production ou dans l'emploi énormes, parce que nous les voyons ici. Et l'hypothèse de continuité que nous faisons, que nous vérifions empiriquement, c'est une hypothèse beaucoup plus de continuité de la technique de production. C'est-à-dire que la technique de production varie, évidemment, mais elle varie de manière beaucoup plus continue. Évidemment, c'est un peu faussé par le fait que des entreprises attardées disparaissent, etc. Donc, il faut examiner les données. Donc, ma réponse, qui est un peu sibylline parce que c'est compliqué, c'est que nous examinons les données de technique de production, nous voyons qu'elles contiennent certaines ruptures. Ces ruptures sont très faibles par rapport aux ruptures que nous voyons sur la production. Donc, à partir d'hypothèses économiques de ce type-là, c'est-à-dire que nous faisons des hypothèses que malgré ces marges d'escalier dans l'accumulation, etc., il y a une certaine continuité de la technique avec des petites ruptures, eh bien, plus des programmes mathématiques assez compliqués, nous avons fait en sorte de reconstruire des séries de capitaux sous-jacentes qui nous permettent d'étudier ces valeurs. Alors ça, c'est très technique, hein, il faudra voir les chapitres du livre. Voilà. Mais c'est un mélange de techniques formelles assez sophistiquées et puis de certaines hypothèses, car on ne peut pas travailler sans hypothèses pour combler l'inexistence de séries comme c'est le cas ici. Bon, alors, quand je dis que lorsque, c'est très évident, lorsque on voit, par exemple, prenez les années 80, vous voyez que le taux de profit retenu, enfin le profit retenu tombe à zéro. Mais zéro. Et ça, ce n'est pas discutable dans la comptabilité nationale financière des États-Unis. L'investissement diminue. J'ai montré la courbe, il est entamé. Enfin, il ne diminue pas monstrueusement. Il fait que diminuer. Je ne sais pas si je peux retourner la courbe. Ah oui, là voilà, ici, vous voyez, ici, les années 80, c'est ici. Taux de profit retenu, nul, dans les données. Hein. Ici, vous voyez l'investissement. Bon, alors on n'est pas dans les fortes gravitations avec investissement comme ici, on est quand même sensiblement plus bas. Mais enfin, on n'est pas non plus au plancher. Tout d'un coup, injection formidable de crédit. Quand ils font ça, ils sont obligés de couper le crédit, par exemple le crédit immobilier. Parce que s'ils laissaient le crédit à ces niveaux antérieurs, l'économie, comme vous l'avez très bien retenu, l'économie s'envolerait. Bon. Alors, le taux de profit, eh bien, évidemment, si vous voulez, pour le bâtiment, ce n'est pas bon. Ah, c'est sûr, parce que si vous coupez les crédits immobiliers, ça va nuire au bâtiment. Et ça, on peut le vérifier. À la construction. Oui, mais de l'autre côté, ceux qui produisent des machines, etc., pour les investissements, eh ben, c'est bon pour eux. Parce que si l'investissement tombait à zéro avec les profits retenus, alors eux, ils seraient véritablement dans une crise catastrophique. Comprenez? Donc, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai macroéconomiquement. Parce qu'en fait, ils mettent le crédit à un endroit ou à l'autre. Alors, si vous faites moins de crédit immobilier, ce n'est pas bon pour le bâtiment. Une crise du bâtiment, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, de l'autre côté, heureusement, ils ont mis ça, parce que sinon, les gens qui font des machines-outils, ben, ils auraient été dans une situation catastrophique. Hein. Voilà. Donc, macroéconomiquement, non, il n'y a pas de problème de rentabilité comme ça, mais il y a effectivement une manipulation de rentabilité sectorielle. Et si vous regardez le secteur, là, je n'ai pas les courbes ici, mais il faudrait regarder le secteur de la construction, vous verriez qu'effectivement, il y a des gravitations qui ne sont pas très bonnes, puis il y en a d'autres qui sont meilleures. Mais ça, c'est là, nous sommes dans une perspective pour l'instant macroéconomique, enfin d'un secteur, le secteur le plus important aux États-Unis, et puis il faut décomposer tout ça, il faudrait décomposer tout ça par sous-secteur. Oui, j'ai fini. Ok, très bien. Donc, Nicolas, puis Stéphane. Oui. Merci Tristan et merci pour votre présentation. Ouais, du coup, j'ai une question. Non, non, d'accord. Vous m'entendez bien? Oui, moi j'entends, oui. D'accord. Ok.
Du coup, j'ai une question par rapport à la deuxième partie de votre exposé, lorsque vous montrez l'évolution et la dynamique du surplus managérial et du surplus capitaliste pour calculer le surplus total. Si je ne me trompe pas, vous faites ce calcul à partir après les impôts, après l'effet des impôts. Oui. Et je voudrais savoir si vous avez calculé la part de la baisse des impôts aux États-Unis dans l'évolution, dans la dynamique de ce surplus total, parce que notamment si on regarde l'évolution des impôts sur les sociétés aux États-Unis, par exemple entre les années 50 et à peu près 1985, c'était autour des 48-50% et une forte baisse après. Et je voudrais savoir quelle était la part en fait de la baisse de l'évolution de ces impôts sur les sociétés dans le surplus total. Non, mais c'est très juste, hein. On a publié beaucoup là-dessus il y a quelques années, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on a des articles, je ne sais pas si vous connaissez Riccardo Bellofiore en Italie, hein, qui a publié une série de bouquins. On a publié des contributions là-dedans dans lesquelles on étudie spécifiquement ce problème, hein. C'est-à-dire que, eh bien, effectivement, il y a eu une des manières de lutter contre la baisse du taux de profit au niveau politique, ça a été de diminuer les impôts des sociétés, hein. Et là on a quelques courbes. Il faudrait que je fouille dans mon ordinateur pour retrouver les papiers, mais vous pouvez regarder nos publications. Bon, effectivement, si vous voulez, mais là maintenant, bon, il y a une première chose, c'est qu'effectivement, face aux appétits néolibéraux, le gouvernement a baissé les impôts aux sociétés. Parce que d'abord, c'est une revendication des sociétés, mais c'est une revendication des sociétés aussi pour leurs actionnaires, pour leurs propriétaires, mais également pour leurs managers, parce que alors là, les salaires, ils ont augmenté formidablement, hein, donc il ne faut pas que tout ça, ça parte en impôts. Bon, ensuite, maintenant, le niveau où on se situe là, c'est de voir, une fois que le gouvernement a pris sa part et qu'il a réduit sa part, eh bien, qu'est-ce qui va aux différentes classes, hein. Mais effectivement, on peut faire d'autres courbes, je ne sais plus si elles sont dans le bouquin, parce qu'il y a quelques centaines de courbes. Bon, mais en tous les cas, on a publié ça régulièrement. C'est une des grandes, ça a été une contre-tendance importante à la baisse du taux de profit et aux États-Unis qui a permis le développement de ces revenus. Parce que quand même, j'ai montré les taux d'investissement. Bon, il y a eu les années 90 qui ont été un sursaut, mais depuis ce temps-là, les taux, vous savez bien, c'est ce qu'ils appellent la longue stagnation, hein. Bon, alors la longue stagnation, bon, vous connaissez les travaux qui ont été faits là-dessus, bon, mais jamais ils ne disent les choses clairement. Tout ça, c'est un problème de classe, comprenez? Tout ça, c'est un problème d'exploitation. Et j'étais à Salt Lake City du temps où on pouvait encore voyager, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ans, dans une conférence sur les inégalités. Et il y avait Joseph Stiglitz qui était là, hein. Bon, alors, il faisait l'exposé d'ouverture, bien sûr, il avait 2 fois plus de temps que nous ou 3. Bon, il faisait son exposé. Donc, il faisait son exposé sur les racines des inégalités. Et là, il développait ces théories absurdes, hein, qui sont que les croissances des inégalités aux États-Unis est due à la baisse de la concurrence, hein, ou à des formes de concurrence particulières. Et puis, je ne sais pas si vous voyez les têtes de l'auditoire, mais à un moment, il s'est arrêté. Et puis, il a dit, mais enfin, tout ça, c'est politique. Comme ça, il a complètement coupé son exposé technique, hein, complètement réac. Il a dit, mais enfin, tout ça, c'est politique. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé, je vous assure que c'est vrai ce que je raconte, quelqu'un dans la salle qui s'est levé et qui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a répondu, mobilisation générale. Vous voyez, ça prouve que les prix Nobel peuvent péter les plombs de temps en temps, hein. Alors, ceci, c'est pour vous expliquer que un petit peu le climat dans lequel on baigne par rapport à tous ces mécanismes, hein. C'est complètement politique, ça peut être déguisé en n'importe quoi. Vous voyez, bon, ensuite, j'ai un peu pas mal parlé avec Stiglitz, peut-être parce que j'ai son âge, hein. Alors, ils m'ont invité à la table, vous voyez, où il y avait Stiglitz et puis le président de l'université. On a pu discuter un petit peu, je lui ai montré, j'avais mon bouquin avec les courbes, etc. On a un peu évolué là-dessus. Mais enfin, vous savez, entre ce qu'il dit et puis ce qu'il pense, il y a une certaine distance, hein. Bon. Ok, merci. Donc, Steren, puis après, on a Pascal Petit et Robert Ferron.
Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était extrêmement intéressant. Moi, je voulais vous poser une question sur des enjeux plus théoriques. Vous avez dit que les marxistes laissaient le crédit de côté et effectivement, il me semble que, par exemple, les schémas de reproduction de Marx mettent les dynamiques monétaires de côté et que l'objectif de cette opération, c'est aussi de montrer que le capital s'étend à partir de ses propres bases. Alors du coup, quels seraient les enjeux à la réintroduction du crédit dans ce type de dispositif théorique? Et est-ce que le crédit serait finalement destiné à compenser la consommation improductive des capitalistes qui, entre guillemets, s'échappent des schémas de reproduction? Et donc, ça irait dans le sens des données que vous avez présentées. Et alors, est-ce que cette consommation improductive, elle marquerait les limites théoriques de l'activité de crédit ou pas? Voilà, merci. Mais merci, c'est une très très bonne question. Hein. Bon, alors, je dois dire que pour commencer quand même, nous essayons de faire une macroéconomie dans ce livre dont nous ne sortons pas. Nous essayons de faire une macroéconomie alternative, enfin différente. Elle a différentes caractéristiques. Sa première caractéristique, c'est qu'elle est entièrement dynamique. Hein. C'est-à-dire que c'est que des modèles dynamiques. Ça n'existe pas. L'enjeu de la stabilité est crucial. Mais elle a une deuxième caractéristique, c'est ce que nous appelons justement une économie de crédit. C'est-à-dire que le crédit est absolument au centre de l'édifice parce que nous pensons que c'est tout à fait fondamental. Bon, alors effectivement, hein, bon, chez les classiques, hein, et Marx en tant qu'économiste classique, bon, eh bien, le crédit est très sous-estimé. Ce n'est pas que Marx ne connaissait pas le crédit, il a fait toute une théorie du crédit que j'ai analysée quand j'étais jeune. Bon. Mais effectivement, c'est quand même très sous-estimé, ce qui est un peu normal par rapport à l'époque. Ce n'est pas que le crédit n'existait pas, il existait dans des formes, il existait tout à fait dans des formes différentes. Mais enfin, c'est parfaitement juste. Dans les schémas de reproduction, le crédit n'a pas la place qu'il devrait avoir. C'était encore d'une autre complexité. Hein. Tout ça, ça a donné lieu à des tas de théories du genre théorie de Rosa Luxembourg, etc., tout ça, qui ne voyait pas ça, qui ne comprenait pas ces choses-là. Duncan, mon ami Duncan Foley, a fait un modèle justement des schémas de reproduction et il montre qu'il ne peut pas y avoir de reproduction élargie s'il n'y a pas de crédit. Parce que s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de monnaie. Vous voyez, pour passer, quand on passe à une économie qui est plus grande, eh ben, il faut de la création monétaire, il faut du… Bon, alors on peut prendre de l'or, on peut couler la vaisselle d'argent ou je ne sais quoi, mais il faut absolument qu'il y ait des mécanismes monétaires qui viennent là-dessus. Donc le schéma de reproduction de Marx, c'est très remarquable parce que c'est la base de la comptabilité nationale avec les notions de valeur ajoutée, etc., parce qu'on achète les consommations intermédiaires à l'autre secteur, etc. Mais enfin, dans tous les cas, il ne faut surtout pas prendre les schémas de reproduction, comme ça a été fait quelquefois, comme une théorie de la macroéconomie, comme une théorie du cycle. C'est comme tout le livre 2 du Capital, un exercice de comptabilité nationale, avec la circulation du capital, etc. J'ai fait moi-même des études de gestion et j'ai enseigné la comptabilité à Dauphine en 3e cycle pendant des années parce qu'il faut bien gagner sa vie. Bon. Alors donc, si vous voulez, il ne faut surtout pas prendre ces schémas. Mais effectivement, il y a une lacune absolument considérable qui est tout ce traitement du crédit. Hein, Marx avait une théorie de la libération du capital, du crédit, etc. Mais on n'en finira pas. Bien, donc, c'est évident que, par exemple, pourquoi je faisais allusion au marxisme dont je pense être un des représentants, parce que par rapport à l'accumulation, le passage depuis le taux de profit vers l'accumulation est un peu rapide, vous comprenez? Parce que de toute façon, il y a toujours deux itinéraires. Il y a ce que nous appelons entre nous les marxistes qui pensent le taux de profit en tant que carotte qui fait avancer l'âne. Vous voyez, vous mettez devant l'âne une carotte et puis donc il avance. Pour la croquer, il suffit de reculer. Mais il y a aussi un deuxième aspect dans le taux de profit, c'est que le profit, si vous faites du profit, ça vous donne des bases pour investir. Alors, donc, nous pensons effectivement, quitte à nous critiquer nous-mêmes quand nous étions jeunes, que le passage marxiste profit-accumulation, il est un peu rapide.
C'est pour ça qu'à la fin du papier, j'ai essayé de montrer que quand même, il y a un rapport entre le taux de profit, la productivité du capital et puis l'accumulation. Il existe un grand niveau de généralité. Mais dès que vous descendez dans un cadre qui est celui du business cycle, enfin du cycle des périodes de gravitation, de machin, ce cadre, il devient beaucoup trop grossier parce que, je l'ai montré, et c'est un des buts de ces chapitres du livre, eh bien, le crédit joue un rôle extrêmement important dans le financement de l'accumulation et il fait l'objet de politiques parce qu'il y a une préoccupation. Les macroéconomistes qui font de la bonne politique, même s'ils n'ont pas de la bonne théorie aux États-Unis, eh bien, quand ils voient que l'investissement fléchit, eh bien, on voit bien que le crédit qui part vers les entreprises se met à augmenter et ça n'est pas un miracle, ce sont des politiques qui sont mises en place. Donc, pour répondre vraiment à la question, oui, par rapport à Marx, il y a un problème. Marx, comme Ricardo, etc., le crédit, surtout Marx, il rentre, lui, véritablement dans le crédit. Enfin, il va quand même, parce que le temps passe, mais il va quand même pas très loin. Il a une théorie du crédit, hein, avec la théorie de la libération du capital, etc. Dans les schémas de reproduction, il n'y a pas ça. La démonstration qui est faite est d'une autre nature. Il ne faut surtout pas y voir les bases de la macroéconomie en tant que mécanisme, il faut y voir les bases de la comptabilité nationale. Et les marxistes ont continué à fonctionner souvent de façon un peu simpliste, justement avec cette idée, le flux de crédit, tiens, le flux d'investissement, bon, ben, c'est plus compliqué, le flux de profit, donc voilà le flux d'investissement, eh ben, c'est plus compliqué que ça, et voilà. Et ce que nous essayons de faire, c'est quelque chose qui ne rompt pas avec les principes de Marx, de sa théorie de l'histoire et sa théorie du capitalisme. Mais comme je l'ai dit au début, c'est le côté fondamentaliste, mais aussi le côté révisionniste. Il ne faut pas rester bloqué à répéter toujours les mêmes histoires. Il faut descendre dans les données, il faut descendre dans les théories économiques contemporaines, et puis il faut faire le boulot. Et le seul problème que vous découvrirez malheureusement un jour, c'est que la vie est courte. Voilà. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes pour 2 questions encore de Pascal Petit et Robert Ferraud. Pascal, vas-y. Oui, bonjour à tous. Bon, salut. Et merci pour ton exposé très clair et de plonger effectivement dans ces chiffres. Le premier, je te suis complètement sur l'ampleur de la révolution managériale au tournant de l'industrialisation, référence à Taylor et référence au grand magasin, parfait avec moi. Je parlerai pour la période présente d'une deuxième révolution managériale où il y a un jeu complexe entre sociétés financières et non financières. Je me demandais ce que tu avais dans tes services au cadre, aux managers, pour que ça fasse croître pareillement la courbe. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces fiscales qui déclareraient quelque part? Parce que cette révolution managériale qui est liée à cette période de financiarisation, c'est aussi une période où on a joué avec le fisc de façon à ce qu'il y a non seulement des inégalités de revenus qui ont cru, mais il y a des inégalités de patrimoine qui sont aussi très, très fortes. Est-ce qu'il y a une partie qui glisse dans ces services au titre de services financiers ou au titre en jouant avec l'immobilier? Enfin, quel est le concret derrière ça? Parce que dans tes managers, il y a les managers des sociétés non financières, mais il y a aussi tous les managers des sociétés financières. Et puis, il y a nos grands artisans, des GAFA et autres, avec leur fortune. Comment ça se situe dans ton schéma? Est-ce que c'est ça qui gonfle la partie service dont tu parlais? Et comment tu articules cette nouvelle révolution managériale de la période de financiarisation? Voilà. Tu peux la faire courte puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, mais bravo pour le reste de ton exposé. Bon, merci pour cette question. D'abord, je vais faire la chose odieuse, c'est-à-dire que nous avons un livre qui s'appelle Managerial Capitalism. Oui. Alors, mais je vais répondre à cette question. Oui, bien sûr, la différence entre les managers financiers et puis les autres managers est absolument au cœur de nos préoccupations. Elle n'est pas au cœur de préoccupations dans ce que j'ai montré ici, où j'ai essayé de montrer deux surplus, etc., parce que, comme tu le sais, c'est difficile de parler de tout. Bon. Mais le capitalisme managérial dans lequel nous sommes,
est un capitalisme complètement hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a ce noyau que tu connais des grandes sociétés financières qui est dirigé par une classe managériale spécifique qui exerce son pouvoir vis-à-vis de gens qui peuvent être des insiders aussi, c'est-à-dire les PDG des sociétés non financières. Il y a aussi un jeu de transition entre cette couche supérieure de managers financiers et puis de ceux qui sont dans les entreprises de production, parce qu'on fait carrière aussi en passant de l'un à l'autre, etc. Il y a tout que nous avons analysé à partir des nombreuses études de sociologues en particulier qui existent sur ces thèmes, c'est les nationalités, les itinéraires, les carrières de ces gens-là et la formidable hiérarchie. Donc, en termes de très hauts salaires, effectivement, il faut monter dans ces grandes institutions financières qui chapeautent l'ensemble du système productif au plan mondial et qui sont le véritable gouvernement du monde, dans lequel on va trouver ces grands managers financiers. Donc, on fait carrière, c'est un peu comme à l'armée, c'est-à-dire qu'on passe dans l'un, on passe dans l'autre, on peut être ministre de l'économie un petit moment, on rentre dans le truc là, et c'est là vraiment qu'on peut gagner le maximum d'argent, et s'il y a une relation de pouvoir qui s'instaure. Donc, nous avons essayé de recenser les études là-dessus, qui sont des études d'économistes, d'éconophysicists, et qui sont des études de sociologues, pour voir un petit peu comment fonctionne ce truc-là. Et nous avons des diagrammes dans le livre qui essaye d'expliquer ça, mais tu as parfaitement raison. Mais là, si tu veux, je me situe à un grand niveau de généralité. On montre des tendances historiques sur des surplus, des excédents, etc. On n'est pas, ça n'est pas un. Au début, j'ai fait une petite introduction, et certainement trop longue, enfin j'ai essayé d'aller vite, mais qui est pour expliquer un petit peu ce qu'on entend par capitalisme managérien en termes de mode de production, mais je n'ai absolument pas fait la théorie ou l'analyse concrète de ce qu'est le capitalisme managérial. J'ai évoqué le Taylori, les grands magasins, etc., pour montrer sur les révolutions managériales, mais évidemment, nous sommes dans un système colossal, et ce que nous avons fait dans ce livre, Managérial au capitalisme, moi je travaille là-dessus depuis les années 70, mon premier bouquin, c'était l'analyse de classe des cadres et employés dans le capital de Marx, car Marx a très bien compris l'importance de la montée managériale dès le 19e siècle, sans en voir évidemment la portée ultime. Mais ensuite, je n'ai pas cessé de travailler sur ce thème-là. Et ce qui est très important, c'est qu'avec le développement du néolibéralisme, les caractères managériaux de l'après-guerre, les collaborations avec le gouvernement, je ne sais pas si tu penses au Japon, tu vois, les carrières ou des choses comme ça, bon, c'était quand même un peu imposé dans les esprits. Mais avec la montée du néolibéralisme, les gens de gauche ont un peu l'impression que c'est l'apothéose du capital, quoi. Et exit les managers, quoi, de l'autre côté. Et ce que nous essayons de faire, c'est de montrer toutes ces structures du capitalisme managérial, justement, dans ces formes néolibérales actuelles. Et les capitalistes n'auraient jamais pu rétablir leur position comme ils l'ont fait sans concéder un rôle absolument prépondérant aux grandes classes managériales et sans les laisser pénétrer complètement le système financier. Voilà. Parce que c'est vraiment tout ça, c'est des histoires de classe, tout ça, c'est des histoires de pouvoir, c'est des histoires de revenus, c'est des histoires, voilà, avec des dimensions nationales et internationales. Je suis désolé parce que j'ai dépassé 3 minutes. Voilà. Bon. Il n'y a pas de souci, merci pour la question et la réponse importante. Et donc, on a une dernière question donc, de Robert Ferrand. Oui, alors je vais essayer de faire court parce que je vois qu'on est en retard. Très rapidement, donc moi j'ai effectivement lu votre ouvrage de, je crois, 75 sur la fonction capitaliste parcellaire. Oui. Et donc, si on se tient à ce cadre d'analyse, au cadre d'analyse qui était le vôtre à cette époque, donc on aurait tendance à penser qu'aujourd'hui, la fonction capitaliste parcellaire est assumée par une partie considérable et en fait grandissante de la population active salariée. Mmh. Tandis que dans votre théorie actuelle, disons le managérialisme, vous avez dit tout à l'heure que vous prenez, en tout cas pour ce qui concerne l'analyse de revenus, vous prenez en compte
une fraction qui correspond à, grosso modo, entre 3 et 5% de la population salariée, enfin de la hiérarchie salariale. Donc, je me demandais, je voulais savoir quelle est en fait la raison qui vous a amené à restreindre de façon aussi importante comment dire, le pourcentage ou la fraction qui appartient à cette classe managériale que vous théorisez aujourd'hui. Non, mais ça, c'est une excellente question. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Hein. Bon, alors, voilà, il faut comprendre ceci. C'est que lorsque on considère, disons, la facette managériale des relations actuelles, il y a ce que j'appellerais des classes supérieures et puis il y a des classes moyennes. Hein, il faut bien comprendre ça. Alors, effectivement, et quand parce que j'étais étudiant à HEC hein, et j'ai étudié l'entreprise, voyez, et puis je me disais, mais qu'est-ce qui fait le boulot là-dedans? Ce sont des cadres. Hein, ce n'est pas vraiment les capitalistes. Il y avait déjà plein de livres qui sortaient et qui montraient à cette époque que c'était effectivement les cadres qui faisaient le travail. Et comme je lisais Marx, je me disais, il faudrait peut-être quand même dire quelque chose là-dessus. Donc, j'ai cherché chez Marx comment ça se passait. Et effectivement, j'avais une vision d'une hiérarchie très grande, hein, qui n'était pas le sommet véritablement de la classe managériale. Il se trouve qu'en termes de lutte de classe, avec la montée des néolibéralismes, ces structures se sont transformées avec une concentration formidable des pouvoirs dans les fractions supérieures, hein, et en particulier dans ces fractions comment dire, financières qu'on évoquait avec Pascal. Donc récemment, mon attention et notre attention s'est tournée plus spécialement vers ces classes-là. Mais il faut comprendre que je considère personnellement que nous, enfin profs, nous ou chercheurs, nous sommes des cadres, bien entendu. Nous sommes des classes moyennes des cadres et avec des fonctions spécifiques. Il y a cadre à partir du moment où il y a encadrement. Un professeur, il n'a pas beaucoup d'encadrement, enfin, sauf avec les étudiants, sauf un directeur d'université. Mais par sa formation intellectuelle, par sa capacité, il se rapproche aussi de ce que sont les cadres. Donc, si on veut faire véritablement une sociologie des cadres, il faut partir comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande hiérarchie, et puis il faut voir qu'il y a vraiment des fractions supérieures qui sont des classes, et puis il y a une grande fraction intermédiaire avec des variantes qui peuvent être plus ou moins intellectuelles, plus ou moins, etc. Les professions libérales du type médecin, c'est des cadres aussi. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir en tant que cadres, sauf ceux qui sont chefs de service dans les hôpitaux, etc. Mais enfin, un praticien, par exemple, ordinaire, il n'a pas de grande fonction. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait parce que c'est plus une sociologie en quelque sorte, mais vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que nous insistons beaucoup maintenant sur ces fractions supérieures qui font la jonction et l'alliance vraiment avec les classes capitalistes. Derrière ça, il y a toute une hiérarchie cadriste de classe moyenne. Et ce truc-là, j'en ai parlé quelques fois parce que il faut bien comprendre une chose, c'est quelquefois les gens me disent, bon, alors, vous parlez des cadres, mais attendez, où est-ce que ça s'arrête, hein? Je descends, où est-ce que ça s'arrête? Et moi, je leur dis, eh bien, vous parlez des classes capitalistes, où est-ce que ça s'arrête, hein? Parce que l'épicier du coin, est-ce que c'est un capitaliste? Vous voyez, s'il est propriétaire de sa boutique et qu'il bosse là-dedans, mais quand même, il a 2 employés, vous voyez? Donc, il ramasse de la plus-value, enfin, dans sa réalisation du truc. Et ça, il faut absolument accepter ça. Mais je suis parfaitement d'accord sur le fait que nous aurions dû traduire ça de façon beaucoup plus, essayer d'entrer un peu dans un concret de ça. Ce qui m'a un peu arrêté là-dessus, c'est que le temps passe et puis il faut avancer, mais c'est aussi que c'est le côté sociologique de la chose, hein. Alors, j'ai essayé de lire, bon, j'ai quand même une petite culture, je sais un petit peu ce que c'est que l'économie, je sais un petit peu ce que c'est que la société, mais c'est très difficile de trancher sur ces trucs-là. Lorsque nous avons écrit le livre « La grande bifurcation », on s'était posé le problème de faire un chapitre là-dessus. Mais les directeurs de la collection nous ont dit « Ah, mais non, faites pas ça, vous n'êtes pas des sociologues. » Parce qu'ils sont des sociologues eux-mêmes. Hein, ne faites pas ça, ben bon. Alors donc, on n'est pas trop parti là-dedans. Alors, je suis d'accord, ma réponse principale,
c'est l'ampleur des champs à couvrir, hein, parce que maintenant, on est parti dans la macro, et la macro, on la pousse vraiment très loin. Mais je suis complètement d'accord qu'il y a toute une sociologie de ce que j'appelais le cadrisme, et qu'il faudrait la faire véritablement bien, mais sans être gêné, parce que dans la société capitaliste, eh ben, il y a ça, il y a un problème du haut, du bas, etc. Et c'est un grand apport d'un Marx bien compris, c'est que ce n'est pas le capitalisme, le prolétaire, c'est bien plus compliqué que ça. Mais si, parce qu'il y a toute cette hiérarchie capitaliste, il y a toute cette hiérarchie cadriste, il y a ces diversités de structures plus ou moins, d'aspects plus ou moins intellectuels, il faudrait traiter ce machin-là. Il faudrait que les sociologues rentrent là-dedans. Mais les sociologues, ils sont dans une logique, beaucoup de gens travaillent sur ces classes moyennes. Alors, il y en a aussi qui disent fin des classes moyennes. J'y crois pas. Une seconde, ce n'est pas fin des classes moyennes. Le problème, c'est qu'il y a des renouvellements et des transformations. Au contraire, on est dans des quantités de classes moyennes. Donc, mon idée, c'est plutôt, il faudrait faire sociologiquement le boulot. Mais nous sommes dans une période, j'allais dire, excusez-moi de merde, parce que je suis assez grossier. Bon, nous sommes, pourquoi? Eh bien, parce que il y a eu un phénomène terrible, hein, vous pouvez lire Managerial Capitalism, qui s'appelle déconstruction du marxisme. Alors, déconstruction du marxisme, ça veut dire nos grands penseurs français, on est parfaitement les meilleurs sur ce plan-là, vous voyez. Et donc, au lieu de prendre le marxisme historiquement pour ce qu'il a été, de comprendre la dynamique historique de ce que peut être la pensée, là, si j'avais du temps, je vous raconterais la vie de Marx, mais vous la connaissez. Bon, eh bien, au lieu de prendre ça et puis de dire, eh ben, il faut continuer, il faut avancer, etc., eh ben, ils ont tout foutu en l'air. Et c'était archi à la mode. Vous voyez ? Mais ça, c'est une catastrophe historique. Ça fait que dans le néolibéralisme, nous sommes dans la bêtise totale. Vous voyez ? Actuellement, on fait l'anniversaire de la Commune. C'est fantastique. Vous voyez ? J'habite d'ailleurs sur un des hauts lieux de la Commune tout de suite à Paris. C'est absolument fantastique. Mais qui est capable de réappréhender ces choses-là en termes marxistes? Ce n'est pas ça. Il faut prendre le marxisme, et c'est ce que j'ai présenté au début, à la fois fondamentalisme, mais aussi révisionnisme. Eh bien, il faut entrer là-dedans, il faut entrer dans une sociologie de ce type. Voilà. Au lieu de se jeter dans les bras de je ne sais quel penseur, que personnellement, je ne suis pas du tout. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous, il faut faire le boulot. Mais j'y arriverai pas. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce mot qui sera celui de la fin. La semaine prochaine, déjà je vous remercie encore vraiment pour cette présentation très claire et pour la discussion qui s'en est suivie. Il faudra qu'on invite des sociologues comme Marlène Banquet d'ailleurs qui vient de faire un bouquin sur justement sur les classes, les factions de classe managériales ou capitalistes par rapport au Brexit pour approfondir ce point d'ailleurs. Mais la semaine prochaine, nous aurons surtout la présentation du bouquin d'Hélène Torchman, qui viendra donc nous présenter son ouvrage qui vient d'être publié, La croissance verte contre la nature. Voilà. Donc, merci à tous encore pour votre participation à ce séminaire et à très bientôt. Merci, au revoir.